Ce que l'Écosse offre d'abord n'est pas un monument. C'est une distance, comme si le sol se souvenait plus longtemps que toute voix. Le vent glisse sur tourbe et bruyère, la pluie sur pierre, et la mer pousse contre des falaises brisées par les tempêtes. Un château apparaît dans la brume, puis disparaître. Une route peut tourner entre des moutons, de vieux murs, une eau sombre et un port de village, éclairé par des maisons peintes. Ici, rien ne semble séparer. Montagnes, îles, ruines, villes et légendes surgissent du même souffle ancien. Sous cette beauté se cache une violence plus vieille que l'histoire. Il y a plus de 400 millions d'années, des masses continentales ont heurté la Terre assez fort pour soulever des montagnes rivales des Alpes. Le temps les a usées sans les effacer. Leurs eaux demeurent dans les Highlands, les Cairngorm, Glencoe et le cœur volcanique sous le château d'Édimbourg. Plus tard, la glace est arrivée comme une lame lente. Des glaciers épais comme des montagnes ont avancé vers le nord, creusant des vallées, ouvrant des lochs et laissant un pays de pression, retrait et silence. Le paysage garde cette pression en signe discret. Certaines côtes continuent de s'élever de quelques millimètres par an, libérées du poids de la dernière glaciation. Les roches anciennes de Lewis et Harris ont près de 3 milliards d'années, plus vieilles que tout ce qui affleure en Europe. Les tourbières couvrent de vastes terres, se construisent lentement et gardent carbone, eau, pollen et mémoire en couches sombres. Un voyageur voit peut-être landes et ciel, mais sous ses pieds repose une archive de climats passés, de plantes anciennes et de pluie. La vie humaine s'est adaptée aux extrêmes. Abri, commerce, foi et défense ont été modelés par le temps autant que par les rois. L'Atlantique apporte des courants doux à des latitudes qui seraient autrement plus rudes, mais il envoie aussi des tempêtes soudaines, des vents forts et des pluies qui gardent les vallées de l'ouest verdoyantes. L'est peut être plus calme et sec, l'ouest plus humide et exposé, et entre les deux, la faille de la limite des Highlands marque une division dans la pierre et la culture. Voilà pourquoi l'Écosse paraît compacte sur carte, immense au terrain. Chaque changement de roche, d'eau et de vent modifie comment les gens bâtissent, bougent, prient, survivent. L'architecture commence en survie. Les murs des forteresses montent depuis les rochers, car les rochers étaient là d'abord. Sur une île de marée où se rejoignent des lochs de mer, Eilean Donan semble sortir du socle rocheux, ses tours restaurées liées au clan, aux raids nordiques, aux conflits jacobites, à la destruction et à la reconstruction. Même logique au château de Thioram, où la marée devient porte, isolant la ruine à marée haute et la rendant au continent quand la mer se retire. La beauté n'était pas le but. Elle est venue quand le temps changea stratégie en légende. La pierre porte aussi l'ambition. Au-dessus de la capitale, le château d'Édimbourg repose sur un ancien bouchon volcanique qui résista à l'érosion tandis que la roche plus tendre était raclée. Depuis cette épine, la vieille ville a grimpé, ses clos étroits descendant de la crête et ses hauts immeubles médiévaux serrés sur peu d'espace. Plus bas, la Newtown a répondu par des rues géorgiennes, de vastes places et l'ordre des Lumières. Le contraste entre Old Town et Newtown dépasse le décor. C'est un dialogue entre danger et dessein, compression médiévale et confiance civique, ville défensive et ville moderne. La même ville semble intime, dans la brume, immense depuis Arthur's Seat. Cette colline volcanique éteinte domine les toits, les jardins, les flèches d'église et le Firth of Forth, révélant comment la géologie façonna la capitale avant la politique. Le brouillard du matin adoucit Princess Street Gardens, tandis que le Royal Mile suit l'ancienne crête entre forteresse et palais. Dans les voûtes cachées, les closes et les passages de pierre, le passé ne reste pas derrière une vitre. Il presse contre la vie quotidienne. Les gens se hâtent sous des bâtiments gardant des siècles de rumeurs, de peur, de savoir, de cérémonies et de survie. L'eau a façonné l'Écosse plus que les routes. Le Loch Ness suit le Great Glen comme une blessure sombre à travers les Highlands, avec plus d'eau que tous les lacs d'Angleterre et du pays de Galles réunis. La tourbe des collines teinte ses profondeurs jusqu'à rendre la surface opaque, ce qui aide à comprendre comment les histoires y ont pris racine. La tradition locale parle d'une créature aperçue depuis des siècles, avec un des premiers récits écrits liés à Saint Colomba. La science n'a pas confirmé le monstre, mais la légende dure car le loch semble tout cacher. Les ruines au bord de l'eau deviennent plus puissantes que des bâtiments entiers. Le château d'Urquhart se dresse, brisé, sur la rive du Loch Ness, veillant sur un couloir qui comptait autrefois pour les déplacements entre la mer du Nord et l'Atlantique. À Dunnottar, des murs s'accrochent à une falaise sur la mer du Nord, où les vagues frappent en contrebas et le vent ronge la pierre. Les joyaux de la couronne écossaise y furent autrefois cachés pour éviter leur capture, et cet acte de défi semble résonner sur le promontoire exposé. Ces lieux rappellent qu'une forteresse n'est pas un mur.
C'est une décision de résister au paysage, à l'ennemi et au temps. L'isolement a créé plus que la distance. Dans les îles, les communautés ont appris les routes maritimes plutôt que terrestres, avec la météo comme horloge et la marée comme frontière. Dans les Orcades, une terre basse et verte surgit d'eau nordique féroce, ses falaises de grès révélant d'anciens lits désertiques battus par l'Atlantique. Sous ces ciels ouverts reposent certains des plus riches vestiges préhistoriques d'Europe. Skarabrae fut ensevelie sous le sable pendant des millénaires, plus ancienne que les pyramides d'Égypte, tandis que le Ring of Brodgar maintient son cercle de pierre face à la lumière changeante. Bien avant l'écriture, les habitants mesuraient les saisons, se réunissaient et donnèrent du sens à la pierre. La mer n'a pas isolé l'Écosse, elle l'a reliée. Des colons nordiques ont laissé langues, routes et influences dans les îles du Nord et de l'Ouest. Plus tard, Scapa Flow est devenu un mouillage naval stratégique durant les guerres mondiales, car ses eaux contrôlaient les routes maritimes du Nord. Le long de la côte ouest, Oban a grandi autour d'un port naturel, les ferries et les bateaux de pêche donnant à la ville un rythme de départ et de retour. Depuis le front de mer, les îles paraissent assez proches pour appartenir au continent et assez lointaines pour promettre une autre vie. Cris d'oiseaux marins, odeurs de sel et mouvements des navires donnent à l'histoire un rythme de marée. La foi ne se sépare pas du paysage, elle en cherche le bord. Saint Andrews fut autrefois le cœur religieux de l'Écosse, sa cathédrale en ruine tournée vers la mer du Nord, rappelant une époque où le pouvoir spirituel pouvait façonner une nation. Son université, fondée au Moyen Âge, devint le plus ancien centre d'enseignement d'Écosse, unissant savoir, pierre et météo côtière. Sur Holy Isle, dans le Firth of Clyde, des liens chrétiens anciens et une retraite bouddhiste moderne poursuivent une tradition de retrait et d'écoute. Le sacré en Écosse ressemble moins à une fuite qu'à une attention au monde. Les montagnes enseignent une autre croyance. Le Ben Nevis, plus haut sommet britannique, est le cœur érodé d'un ancien volcan, ses larges pentes supérieures cachées par des nuages rapides. Depuis Fort William, la montagne peut paraître calme, arrondie, mais sa face nord révèle des falaises taillées par la glace et fissurées par le froid. La neige peut persister tard, le temps changer en quelques minutes, et les grimpeurs apprennent que l'altitude n'est qu'une part du danger. Glen Nevis et le chemin vers la cascade de Steele montrent un autre visage des Highlands, où roches, bois et eau en chute condensent la grandeur. Se déplacer dans ce pays a demandé invention. Le viaduc de Glenfinnan courbe ses arches de béton sur une vallée glaciaire, portant les trains dans un monde plus vieux que les machines. En dessous, un monument marque l'endroit où Bonnie Prince Charlie leva son étendard, lors du soulèvement jacobite de 1745. Le Loch Shiel s'étire comme un chemin d'argent entre les montagnes, calme aujourd'hui, bien que sa rive ait autrefois servi de scène à la rébellion et à l'espoir. La scène fonctionne par contradiction. Ingénierie et mythe, chemin de fer et mémoire des clans, émerveillement touristique et ombre de l'échec politique. Les routes des Highlands révèlent combien une terre vide peut être pleine d'histoire. Rannoch Moor peut d'abord sembler une vaste étendue de marais, de petits lochs et de basses collines, mais son vide est trompeur. La tourbe s'y accumule depuis des milliers d'années. Les cerfs rouges la traversent, les aigles royaux la surveillent, et d'anciennes routes de transhumance ont franchi ce terrain difficile. Quand les ingénieurs ont amené la West Highland Railway sur cette lande au XIXe siècle, ils ont fait flotter la voie sur des couches instables de broussailles et de pierres. Même le mouvement moderne a dû négocier avec un paysage refusant le passage facile. Les vallées des Highlands semblent théâtrales, mais leur drame est réel. Glencoe fut creusé par la glace et encadré par des crêtes abruptes dont les formes connues sous le nom de Three Sisters, mais son nom porte aussi la mémoire d'un massacre. La météo transforme sans cesse la vallée. De lourds nuages rendent dans les pentes sévères, puis une trouée de lumière révèle cascades, bruyères et plis verts dans la roche. On dit le lieu hanté, mais ce mot ne parle pas seulement de tragédie. Il parle aussi d'échelle. La vallée rend le conflit humain à la fois inoubliable et minuscule, sous une pierre façonnée par le temps profond. La culture a survécu ici, non parce que la vie était facile, mais parce que l'isolement protégeait certains rythmes. Le gaélique a perduré dans les Highlands et les îles après avoir disparu ailleurs. Le crofting sur Lewis et Harris a adapté l'agriculture au vent, au sol pauvre et à l'habitat dispersé. Le Harris Tweed garde un lien légal et culturel avec les maisons insulaires, tissées à la main dans les hébrides extérieures. Près de Callanish, des pierres dressées il y a environ 4900 ans suggèrent une société attentive au cycle lunaire et au dessin du ciel.
Dans le même paysage, rituels anciens, travail domestique et identité moderne se superposent. La beauté écossaise arrive avec avertissement. Les sables blancs de Luskentyre peuvent briller turquoise sous un ciel clair, tropicaux au premier regard, mais les vents rappellent à quel point on se trouve au nord. L'île de Skye peut passer d'une lumière limpide à un nuage dense en quelques minutes, fidèle à l'ancienne idée nordique d'une île des nuages. Le Old Man of Storr se dresse depuis un paysage façonné par glissement de terrain et légende, tandis que les crêtes des Cuillines découpent l'horizon avec une rudesse qui attire les grimpeurs et les rend humbles. Même les vues les plus photographiées ne sont pas inoffensives. Elles ont climat, arête et conséquences. Les scènes douces ne sont jamais seulement douces. Mull offre les maisons colorées de Tobermory dans l'eau du port, les plages blanches de Calgary Bay, des collines, des forêts et une vie marine, mais reste façonnée par l'Atlantique. Arran est appelé l'Écosse en miniature, car ses sommets de granit au nord et ses pâturages au sud condensent le caractère des Highlands et des Lowlands dans un seul monde bordé de côtes. Depuis Lamlash, Holy Isle se lève comme une silhouette verte, petite par sa surface mais grande par sa présence. Ces îles montrent que l'échelle ne tient pas seulement à la taille. Elle se mesure à la variété, au temps et aux vies qu'un littoral porte. Vieux-bourg et port gardent l'échelle humaine proche. Tarbert se tient près du Loch Fyne, où des eaux de marée ont soutenu pêche, huîtres, harangues et voyages maritimes. Son château en ruine au-dessus du port rappelle le contrôle médiéval d'un passage étroit dont les forces nordiques comprirent autrefois la valeur stratégique en traînant des navires par voie terrestre. Plockton, blotti le long du Loch Carron, adoucit l'image des Highlands avec ses cottages blancs, son eau protégée et même ses palmiers rendus possibles par un microclimat doux. Pourtant, les montagnes et les lochs de mer voisins rappellent que le confort se négocie ici avec l'exposition. La nature a sa propre architecture. Bow Fiddle Rock, sculpté par la mer du Nord près de Port Knocky, s'arque hors de l'eau comme un archet de violon, façonné par les vagues. Le Loch Lomond et les Trossachs rassemblent montagnes, forêts, îles et eaux réfléchissantes dans un paysage longtemps lié à la poésie et à l'imaginaire romantique. Dans les Cairngorm, le plus grand parc national de Grande-Bretagne s'étend sur des plateaux élevés, des forêts anciennes, des rivières froides et de rares plantes alpines adaptées à des conditions arctiques. Ce ne sont pas des décors. Ce sont des systèmes vivants, soutenant cerfs, aigles, bois et communautés vivant dans les limites du lieu. Histoires royales et rebelles occupent le même sol. Stirling se trouve là où Highlands et Lowlands se rencontrent, et son château contrôlait un passage si important que le posséder pouvait orienter le destin de l'Écosse. Des générations de monarques Stuart l'utilisèrent comme résidence royale, tandis que le paysage alentour vit des luttes devenues centrales dans la mémoire nationale. Ballater, près de Balmoral, porte une autre association, liée au goût victorien, à la présence royale et aux rituels plus discrets de la retraite dans les Highlands. En Écosse, l'autorité a porté plusieurs visages, couronne, clan, église, empire et communauté. La terre leur a survécu, la distance trompe, car l'eau brise la carte. Une ligne droite peut traverser un firth, un loch de mer, une tourbière ou une crête où la route doit se détourner. Voilà pourquoi ferry, sentiers, anciens chemins de troupeaux, ponts et arches ferroviaires comptent tant dans l'imaginaire écossais. Ce ne sont pas que des moyens de voyager. Ce sont des promesses de lien dans un pays de séparation. Le pont vers Skye, les ferries d'Oban, la ligne de train au-dessus de Glenfinnan et les chaussées menant au château de Marée expriment tous la même idée dans des matériaux différents. Les gens trouvent des façons de traverser ce que la terre et la mer placent entre eux. La lumière change chaque surface. Une ruine romantique au coucher du soleil peut devenir austère sous la pluie. Un loch qui reflète le ciel à midi peut noircir le soir. La bruyère peut rendre une pente violette en été, tandis que la neige d'hiver donne à la même crête un aspect étranger. Ce changement constant explique pourquoi l'Écosse attire écrivains, peintres, cinéastes, grimpeurs, pèlerins et rêveurs. Le pays ne propose pas une version stable d'eux. Il révise sans cesse la scène, permettant aux mêmes châteaux, ports, monts ou marais de sembler accueillants, solitaires, sacrés ou dangereux selon l'heure. Le passé reste rarement dans un seul siècle. Un close médiéval d'Édimbourg, un village préhistorique des Orcades, un monument jacobite au bord du Loch Shiel, un château restauré près de l'eau de marée et une voie ferrée à travers la lande peuvent tous sembler appartenir à une seule conversation continue. Les histoires les plus puissantes de l'Écosse sont stratifiées, non rangées dans un ordre net. La même vallée peut parler de géologie glaciaire, de mouvement des clans, de contrôle militaire, de désir touristique et de travail local.
Le même port peut contenir mémoire viking, économie de la pêche, route de ferry et recherche moderne d'évasion. Chaque vue porte plusieurs temps. Cette stratification empêche le pays de devenir carte postale. Les symboles familiers sont bien réels. Château dans la brume, cornemuse, loch sombre, vaches des Highlands, falaises, tartans et côtes battues par la tempête. Mais ils prennent plus de sens quand on les voit comme des résultats de pression. Un château se dresse là où la défense exigeait hauteur ou haut. Une route suit un col parce que les montagnes limitaient dans le choix. Un tissu survit parce que le travail insulaire a transformé la nécessité en artisanat. Une légende grandit parce que l'eau sombre de Tourbe cache la profondeur. Une ville devient belle parce qu'elle a dû construire vers le haut sur le rocher avant de pouvoir s'étendre dans l'ordre et la symétrie. La relation entre homme et terre n'est pas douce. Évictions, conflits, rébellions, pauvreté et contrôle militaire ont marqué les Highlands et les îles aussi profondément que la météo. Des routes et des forts gouvernementaux furent construits pour soumettre des régions qui avaient résisté à l'autorité centrale. Des châteaux furent d'un brûlés, bombardés, abandonnés et reconstruits. Des communautés partirent, s'adaptèrent, revinrent ou se transformèrent autour de nouvelles économies. Pourtant, l'histoire n'est pas seulement perte, elle est aussi endurance. Une langue portée par le chant et la parole, des murs de pierre entretenus dans le vent, des ferries reliant des vies dispersées et de petites villes continuant à faire face à la mer, car la mer reste à la fois danger et gagne-pain. Même l'Écosse moderne reste dans son cadre ancien. Des projets d'énergie renouvelable testent la puissance des vagues et des marées dans des eaux du Nord autrefois redoutées pour leur courant. Des trains franchissent des ouvrages victoriens dont les lignes spectaculaires dépendent des vallées glaciaires. Les villes préservent des rues médiévales tout en accueillant festivals, universités, gouvernements et vie quotidienne. Les sentiers gravissent des restes volcaniques et des montagnes érodées où la météo décide de ce que les humains peuvent faire sans danger. Le pays paraît vieux non parce qu'il est figé, mais parce que le changement se voit sur un fond si profond. Chaque mouvement moderne passe sur des fondations plus anciennes que l'idée même. Un voyage à travers cette terre n'est pas une chaîne de destination. Il ressemble plutôt à une traversée des éléments. La pierre apparaît d'abord comme montagne, puis comme château, puis comme rue, puis comme cercle dressé. L'eau apparaît comme loch, pluie, marée, port, surface sombre de tourbe et ruisseau en chute. Le vent apparaît comme rudesse sur les îles, mouvement sur la lande et musique dans l'herbe autour des ruines. La vie humaine apparaît dans le savoir, la rébellion, la pêche, le tissage, le culte, l'ingénierie et la persistance tranquille des villages. Les mêmes forces reviennent sous différentes formes jusqu'à ce que tout le pays semble relié. Le mystère de l'Écosse n'est pas un seul secret caché, c'est que tout ce qui est visible pointe vers quelque chose en dessous. Sous les lochs se trouvent failles et entailles glaciaires. Sous les châteaux se trouvent des routes et des peurs plus anciennes. Sous les îles se trouvent des langues, des cérémonies et des migrations. Sous les landes se trouvent des archives de tourbes écrites, couche fine après couche fine. Sous les villes se trouvent des crêtes volcaniques, des chambres scellées et la mémoire de vie dense. Même les légendes dans lesquelles parlent de géants, de saints, de monstres ou de causes perdues révèlent une vérité sur la manière dont les humains expliquent chacune des lieux trop étranges ou trop puissants pour rester sans nom. Quand la brume se lève, il reste non une image mais un motif. L'Écosse est un pays où le temps profond et le temps humain se rencontrent exceptionnellement visibles. La glace a modelé les vallées, le feu a bâti les noyaux volcaniques, la mer a taillé les falaises, et les hommes ont répondu par des châteaux, des routes, des ports, des champs, des ponts et des histoires. Le résultat dépasse tout décor. C'est une archive vivante, écrite dans la roche et la météo, défendue par des ruines, adoucie par la mémoire et portée par ceux qui font leur maison entre montagne et eau. Regarder l'Écosse de près, c'est comprendre que la beauté peut être ancienne, dangereuse, blessée et debout.